Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire multibureau avec aujourd'hui Jérémy Fayen qui sera notre intervenant, qui va nous parler des relations professionnelles et plus précisément de la communication non violente. On va peut-être attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Je vois qu'on a une vingtaine de personnes là, qui commencent à se connecter, Jérémy. Bien, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous rencontrer. Alors, ça commence. On va attendre 1 ou 2 minutes. Ouais, on attend un petit peu, et puis après on commencera, comme on dit, ça fera venir tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. On va bientôt démarrer. Aujourd'hui, on va parler des relations professionnelles et de la communication non violente avec Jérémy Fayen, qui est consultant et formateur en management et communication. Voilà. Et vous aviez auparavant, vous avez passé 11 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas, plutôt tout ce qui était administratif. Voilà, responsable administratif et financier de différentes structures. Et donc maintenant, depuis 4 ans, j'anime des formations pour des entreprises, aussi des particuliers. Et en fait, c'est donc de management, de recrutement, de gestion du temps, mais très souvent, c'est autour de la communication. De quelle façon la communication donc, est un levier très puissant pour mettre de l'efficacité dans une équipe, ou de l'harmonie, ou finalement, enfin, ce que chacun a envie de trouver en tout cas. Ok, super. Et sachez voilà, que cette semaine, on vous propose de nombreux webinaires sur justement la qualité de vie au travail. On a déjà commencé hier avec un sujet qui était sur l'engagement des collaborateurs et comment adopter une culture bien-être. Aujourd'hui, ça sera les relations professionnelles, comme on a dit, la méthode communication non violente. Et voilà, il y a vraiment d'autres sujets. Vous pouvez aller retrouver tout ça sur notre site internet dans l'onglet événements. Vous avez tous nos webinaires et également des conférences dans certains centres multibureaux. N'hésitez pas, il reste encore quelques places. Et je pense qu'on va pouvoir commencer, Jérémy. Si ça vous va. C'est parfait. Ouais, si je peux me permettre, effectivement, je vous invite à vous intéresser à toutes les soft skills, hein, les compétences relationnelles qu'on oppose souvent aux hard skills, donc les compétences techniques. Et effectivement, c'est les compétences relationnelles qui souvent sont la clé de beaucoup de problèmes au travail. Alors, voilà, je cherche. Attendez, je vais faire disparaître. Hop. Voilà. En fait, aujourd'hui, donc voilà, on va parler de communication non violente, d'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de s'affirmer positivement. On dit souvent que 80% des difficultés au travail, mais je crois que c'est vrai aussi dans la famille, dans les couples, dans des groupes d'amis, 90% des difficultés sont basées sur un problème de communication. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas le message qui pose un problème. Hein. Ce que vous dites, c'est légitime, que ce soit en famille, d'aller dire à votre enfant de se brosser les dents ou d'aller faire un feedback négatif à un collaborateur. Le message, il est OK. Par contre, 4 problèmes sur 5, ça vient de la façon dont on va faire passer le message. Et c'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et souvent, c'est de là que viennent les conflits. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un langage qui s'appelle la communication non violente. Alors, la communication non violente, ça a été créé dans les années 60 par cet homme, Marshall Rosenberg. Rassurez-vous, je vais être vraiment très rapide sur l'aspect théorique des choses. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter cette technique, ce langage, et puis qu'on ait le temps aussi de pratiquer ensemble, de faire pas mal d'exercices, même si c'est sous forme de webinar. Et puis la façon d'animer ça, ouais, voilà, je vais vous envoyer, il y aura beaucoup de contenu que je vais vous donner, essayer de vous transmettre. Et puis après, je vous inviterai aussi à aller sur un site pour faire des exercices et puis à répondre à des exercices en direct. Alors peut-être aussi dans la zone de chat. À tous les moments, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors vous pouvez les poser dans la zone de chat ou questions-réponses. Et puis Laura, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser les questions. Et à la fin de la présentation, en fait, les 10 dernières minutes, je réserve vraiment un moment
pour répondre à d'autres questions ou pour essayer de voir comment aller plus loin sur ces thèmes-là si ça vous intéresse. Donc, je reprends où j'en étais sur notre ami Marshall Rosenberg, qui, dans les années 60, a développé ce langage. Hop là. Son rêve à Marshall Rosenberg, c'était justement que tous les êtres humains aient accès à une connaissance d'une façon d'être en relation avec les gens pour encourager la paix, la bienveillance, la coopération. Alors, je sais que là, on va beaucoup parler d'empathie, on va parler de bienveillance, on va parler, lui, il parlait, Marshall Rosenberg, il parlait de langage du cœur, il parlait d'être connecté cœur à cœur. Alors, je sais que là, on en parle dans un cadre corporate, entreprise, donc il y a sûrement des sceptiques, il y a peut-être quelques cyniques qui vont trouver que ce n'est pas forcément approprié de parler de langage du cœur au travail, de parler autant de bienveillance, ça peut être, voilà, pour certains, ce n'est pas approprié de parler de ça au travail. Mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est que Marshall Rosenberg, donc en 1984, il a créé le Centre pour la communication non violente. Il a travaillé avec l'ONU, il a travaillé en Sierra Leone, il a travaillé en Palestine, il a travaillé au Rwanda, à la réconciliation des Hutus et des Tutsis, il a travaillé en Bosnie, en Serbie, au Sri Lanka. Enfin, il a travaillé dans toutes les zones du monde où l'homme a fait ce qu'il y avait absolument de pire. Et en fait, même dans ces endroits, enfin justement, c'est dans ces endroits qu'il a trouvé que cette technique de communication, ça permettait en fait de mettre, alors on n'a jamais la baguette magique, mais ça permettait de remettre des relations saines, un bon niveau de communication et une communication de qualité. Donc voilà, donc ce qu'il a été capable de faire sur les pires théâtres du monde, voilà, c'est ce qu'il nous invite à faire dans notre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit en famille. L'intérêt en fait de ce webinaire aujourd'hui, c'est que tout ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui concerne évidemment vos relations professionnelles, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait ramener chez vous et puis l'essayer avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre entourage. Alors, dans la communication non violente, en fait, ce qui est très important pour Marshall Rosenberg, c'est de remettre la responsabilité sur les gens. Aujourd'hui, on est dans une société, il y a beaucoup de violence, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, elle prend sûrement des formes différentes qu'avant. Il y a beaucoup d'explications sociologiques, économiques pour expliquer ça, mais ça laisse souvent l'individu impuissant. Donc, en fait, l'idée de Marshall Rosenberg, c'était comment remettre l'individu au cœur de ses relations, comment lui redonner la responsabilité de ses relations. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé 2 plans. Alors, il y a 2 plans de la communication non violente. Le premier plan, c'est vraiment une intention de bienveillance. Est-ce que dans la communication avec l'autre, est-ce que vous avez vraiment le désir de mettre de la bienveillance? Après, on verra de quelle façon. Hein. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais est-ce qu'au moins, il y a cette bonne intention qui est là? Donc ça, voilà. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une qualité de connexion? Donc ça, c'est essentiel dans cette démarche de communication non violente. Et le deuxième plan de la communication non violente, c'est vraiment une façon de communiquer. C'est un langage. Donc, on va voir qu'elle est constituée de 4 étapes. Il faut vraiment avoir en tête que c'est comme une langue étrangère qu'on va parler. C'est-à-dire, vous parlez peut-être l'anglais. Quand vous avez appris l'anglais en 6e, la première fois que vous êtes allé en Angleterre, que vous êtes allé dans une boulangerie, que vous avez commandé je sais pas, un sandwich, eh bien, vous étiez dehors, vous étiez en train de… Voilà, vous avez fait la phrase dans la tête, vous l'avez répétée 3 fois, vous êtes rentré dans la boulangerie. Alors, ça manquait, c'est sûr, ça manquait de spontanéité complètement. C'était sans doute imparfait. Et puis, ça a marché quand même. Et puis après, vous avez travaillé, c'est une langue que vous avez peut-être fini par maîtriser. Et aujourd'hui, quand vous entrez dans une boulangerie, c'est spontané, ça sort immédiatement, vous êtes capable de commander quelque chose dans une langue étrangère. Et ça va être pareil avec la communication non violente. C'est-à-dire au début, ça va être difficile. On essaie de penser un petit peu à tout, de mettre les choses dans l'ordre. Et puis, c'est à force de travailler que ça va devenir complètement naturel pour vous. Et à ce moment-là, quand vous l'aurez intégré, là, ce sera le début justement de relations saines et de la bienveillance et de l'empathie que nous invite à vivre Marshall Rosenberg. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on va réfléchir, je vais vous présenter quelles sont les étapes
de cette communication non violente. Et puis à chaque fois, donc à chaque étape, on va essayer de faire un exercice pour bien l'avoir en tête. Si vous avez des questions à ce niveau-là, là, c'était pour vous présenter un peu le contexte de la communication non violente. N'hésitez pas à les poser. Voilà, je voyais qu'il y avait des interventions. C'était pour dire que le son était OK. Écoutez, j'en suis ravi. Alors, il y a 4 étapes à la communication non violente qu'on représente souvent sous la forme d'un bonhomme. La première étape, donc, c'est le fait d'observer les choses de façon factuelle, sans évaluer, sans juger, sans être cassant. Et puis après, c'est parler de moi, dire quel est mon sentiment, quelle est mon émotion, en disant je. C'est-à-dire, encore une fois, là, je n'attaque pas la personne. Quand j'observe, là, je dis les choses factuellement. La personne en face de moi, elle n'est pas attaquée. Après, je dis mon sentiment, je parle de moi. Je ne parle pas de l'autre, je parle de moi. Donc, à ce moment-là, l'autre ne peut pas se sentir attaqué. Et puis là, j'exprime mon besoin. Alors, mon besoin, encore une fois, c'est un truc très personnel et qui parle uniquement de moi. Donc, voilà. Donc, pour le moment, la tête, le cœur, les émotions, et puis le bide, les tripes, le ventre, exprimer son besoin. Et puis, la dernière étape, c'est les jambes. Là, on est dans l'action. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Là, il y a une situation de mal-être, il y a quelque chose que je n'aime pas, que je trouve désagréable dans notre relation. Et qu'est-ce qu'on va faire pour en changer? Donc, voilà, c'est ça les 4 étapes de la communication non violente. Donc, on va les prendre une par une et puis s'entraîner avec. Je voulais vous dire, Jérémy. Oui. Oui, on a une question. Je suis désolée de vous interrompre du coup. Allez-y, pas de problème. Il y a une personne qui nous dit on a beau être bienveillant, mais quand l'interlocuteur est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mais l'interlocuteur est toujours de mauvaise foi. Simplement, ce que dit, ça on va le voir un petit peu plus loin, ce que dit Marshall Rosenberg, c'est que la violence, elle est toujours basée sur des besoins qui ne sont pas assouvis. Donc voilà, et je vous rappelle qu'il a été dans les pires endroits du monde, où l'homme a fait vraiment le pire. Et en fait, il résume cette violence au fait que les besoins ne sont pas assouvis. Donc ce qu'il y a, c'est que toute cette démarche, on va la faire pour soi, pour essayer de se mettre justement dans une situation d'empathie et de bienveillance. Et puis quand on a une personne qui est en face de nous et qui est de mauvaise foi, effectivement, la communication, ça marche à deux. Donc quand il y en a, voilà, il faut que les deux fassent 50% de la relation. Vous ne pouvez faire que 50%. Si l'autre est de mauvaise foi, de toute façon, vous n'avez pas la baguette magique, vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est inviter l'autre à faire ses 50%. Donc, quand l'autre est de mauvaise foi, à ce moment-là, il faut suivre la même démarche, mais dans l'interrogation, ce qu'on va faire au fur et à mesure aussi. Donc, essayer de voir, qu'est-ce que tu constates là? Et dans quel état d'esprit tu es en face de moi? Qu'est-ce que tu éprouves comme sentiment? J'ai l'impression là que tu es en colère là. Alors pourquoi est-ce que tu es en colère? Et puis c'est essayer de voir ça avancer. Ouais, parce que tes besoins, quel besoin n'est pas assouvi? De quoi tu as besoin dans la relation avec moi? Et puis voilà, c'est amener la personne en face à évoluer dans cette démarche, observation, sentiment, besoin, et puis la demande. Donc en fait, c'est faire ça pour soi et c'est faire ça aussi pour la personne qui est en face. Donc le faire parallèlement. Et c'est comme ça qu'à deux, on peut construire des relations harmonieuses. Dans un livre qui n'est pas loin, voilà, je le représenterai à la fin, ça c'est le grand livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, il y a beaucoup de dialogues et notamment il y en a un entre un Palestinien et un Israélien, un colon israélien et un Palestinien qui a été exproprié de sa propriété. Et en fait, les deux en fait, étaient invités à exprimer à chaque fois quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs sentiments, leurs émotions. Et on voit que cette démarche, elle se fait un peu en miroir. Et c'est de cette façon qu'on arrive à la fin à construire. Il n'y a pas de baguette magique, il n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien, mais au moins, il y a une bonne qualité de relation entre ces deux personnes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à la reposer peut-être sous une forme différente. Donc là, la première étape, c'est l'observation. Alors souvent, lors d'une conversation, on pense qu'on parle de la même chose que son interlocuteur et on s'imagine qu'on a en commun le même souvenir ou la même perception d'une chose. Vous savez, si je vous dis par exemple, Laura, moi je trouvais qu'il y a quand même plein de tensions dans l'équipe cette année. Puis Laura, non, moi je trouve que ça va plutôt bien cette année. Voilà. Là, il y a des perceptions qui sont très différentes.
Moi, je trouve que Bernard, il est super impliqué dans son travail en ce moment. Hein. Bernard, tu rigoles? Non, mais il n'en fout pas une. Voilà. Donc, on a des perceptions différentes, même si on a l'impression qu'on parle de quelque chose, qu'on parle de la même chose. Donc, en fait, l'observation, c'est le point capital parce que c'est la base dans la résolution des conflits, parce que ça fait la différence entre ce qui est et ce qu'on pense. Ça, c'est vraiment le point de départ le plus important quand il y a un conflit avec un partenaire, quand il y a un conflit au travail, quand vous devez faire un feedback négatif, c'est toujours partir de l'observation factuelle. Hein. Ne jamais être dans le jugement, ne jamais être dans le à peu près, dans la perception subjective. Et vraiment, c'est vraiment ce que je vois. Donc, c'est observer les faits de façon neutre, les décrire uniquement, sans y mettre d'opinion, sans y mettre d'interprétation. On a toujours tendance à voir les choses à travers un prisme. Et ce prisme, il va déformer la réalité. Par exemple, on a tendance à généraliser. Hein. Je trouve qu'en ce moment, tu es souvent en retard. Bon, je suis plus en retard qu'avant. Voilà. Ou alors, tu es toujours en retard là, cette semaine, qu'est-ce qui t'arrive? Bah non, lundi, je n'étais pas en retard. Donc, à chaque fois qu'on généralise, en fait, on peut créer un conflit parce que l'autre, il n'a pas la même vision. Ou alors, on exagère. Ou alors, parce que machin, il est vraiment feignant. Alors ça, c'est vraiment la catégorisation et l'exagération qui mènent à des relations malsaines. Ou alors, on cherche à prouver nos préjugés. Hein, très souvent, moi, j'ai l'impression que de toute façon, dès que quelqu'un il passe manager, de toute façon, il abandonne ses équipes et il n'y a plus aucune solidarité. Et ça, c'est une croyance que j'ai tellement ancrée qu'à chaque fois que je vais voir quelque chose dans l'équipe, ça va venir vérifier cette croyance. C'est autoréalisateur, de toute façon. Donc, à chaque fois, voilà, c'est comme ça qu'on crée des relations malsaines. Donc, au moins, le fait de mettre une observation factuelle, ça permet de mettre ça de côté. Alors, dans l'observation factuelle, entre guillemets, il faut se méfier aussi de tout ce qui est non-verbal. Hein. Quand je dis ce matin, là, quand je suis arrivé, hein, le rapport, il n'était pas sur mon bureau. Alors là, effectivement, c'est factuel dans la façon de dire, mais par contre, le non-verbal, là, il est dans le jugement à mort. Donc voilà, il faut vraiment être… le non-verbal, c'est-à-dire c'est le regard, c'est les mimiques, c'est le ton de la voix, c'est les gestes, c'est la posture. Donc dans tout ça, quand on communique, en communication non violente, c'est faire attention à ces cinq points pour essayer de communiquer une idée de justement on ne juge pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. Là, je vous propose quelques phrases et vous allez me dire si ces phrases, est-ce que c'est une observation dénuée d'évaluation? Est-ce que c'est une observation qui est complètement objective? Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous propose de réfléchir à ce que serait une observation pure. Okay. Donc, imaginez que vous êtes manager et puis donc vous voulez faire alors je vais utiliser le mot reproche, alors que ce n'est pas très communication non violente, le mot reproche, mais vous voulez faire en tout cas une observation, vous voulez faire part de quelque chose qui ne vous a pas plu à un collaborateur. Donc là, voilà, vous êtes manager, vous passez dans les bureaux, hein, et puis dans le matin, ça fait 10 fois que vous passez dans l'open space et vous voyez, il y en a un qui est toujours sur son téléphone. Alors, est-ce que tu es tout le temps sur ton téléphone? Est-ce que c'est une observation factuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une généralisation. Exactement, il y a un certain nombre de participations. Voilà, donc le côté, si vous avez des idées pour rédiger ça de façon factuelle, c'est un reproche exactement, comme dit Sophie. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment est-ce qu'on pourrait le dire de façon très factuelle? Pour après pouvoir dérouler justement. Hein, le but, c'est après d'arriver à faire ma demande. Parce que quand je suis passé ce matin, je t'ai vu sur ton téléphone. Alors effectivement, voilà, ça c'est factuel. Ça change, là on n'est plus du tout dans le même registre que tu es tout le temps sur le téléphone. Là, je suis passé à un moment, tu étais sur le téléphone. À chaque fois que je te vois, tu es au téléphone. Là, il y a un peu d'exagération quand même. Bah, non, tu m'as vu hier. Hier, j'ai travaillé là, voilà, où j'étais à la machine à café, je n'avais pas de téléphone. Vous passez 3 heures au téléphone tous les jours. Là, c'est factuel, c'est des chiffres. Alors, tu es beaucoup sur ton téléphone, ça c'est encore du jugement. Beaucoup. Moi, quand je dis ça, j'ai une fille de 12 ans, quand je lui dis qu'elle est beaucoup sur son téléphone, je crois qu'on n'a pas vraiment la même perception des choses. Hein.
Elle, passer 1 heure sur TikTok, c'est bon. C'est pas beaucoup, je n'ai passé qu'1 heure. Chaque fois que je suis passé devant ton bureau aujourd'hui, je t'ai vu sur ton téléphone. Bah, exactement. Là, là, c'est factuel. Je suis passé 4 fois à ton bureau aujourd'hui. Les 4 fois, tu étais sur ton téléphone. Alors là, c'est purement factuel. La personne, elle n'a rien à dire. Et puis, on ne l'attaque même pas, de toute façon. C'est les faits, c'est objectif. Donc après, voilà. Donc, on va voir de quelle façon on pourra aller plus loin. Alors, une autre phrase. Dans nos réunions, tu parles trop. Alors, est-ce que vous pensez que c'est factuel, ça? Pas du tout, c'est cassant. Non, non, c'est voilà, trop, c'est un jugement. Ça dépend pour qui. Hein. Il y a des gens qui, sur 1 heure de réunion, ils parlent 1 heure parce que voilà, c'est eux, ils ne trouvent pas que c'est trop. Alors effectivement, là, ce serait ça. Et ce serait, alors là, pour aller un peu plus vite, je vais vous dire ce qu'on pourrait dire. Mais ce serait par exemple, sur la réunion d'1 heure, tu as parlé les 40 premières minutes, c'est toi qui as parlé. Et voilà. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment c'est factuel. À midi, tu es parti en laissant ton assiette sur la table. Est-ce que ça, c'est factuel? Sabine nous dit que c'est factuel. Farida, Elodie, oui. Ah oui, c'est factuel. Si je dis par contre, à midi, tu es parti de l'espace convivialité en laissant, c'était n'importe quoi, en laissant tout dégueulasse, là, ce serait un jugement. Donc, effectivement, c'est factuel. Tu agresses tout le monde pour un rien. Là, c'est factuel. C'est un jugement. Bah ouais. Je ne l'ai pas agressé. Je lui dis que c'était un débile. Voilà. C'est une vérité. Donc, effectivement, là, c'est un jugement, ce n'est pas quelque chose de factuel. Et hier, tu as mal parlé au réceptionniste? C'est agressif, effectivement. Alors, il y a Tiffen, Vaimiti qui disent que c'est factuel, tu as mal parlé au réceptionniste. Factuel mais agressif. Sylvain qui nous dit que c'est un jugement. Et Farida hésite. Bah, effectivement, c'est un jugement, tu as mal parlé au réceptionniste. L'autre, il dirait, je lui ai pas mal parlé. J'ai juste remis à sa place parce qu'il fait n'importe quoi. Donc, on n'est pas d'accord. Par contre, si je dis, hier, le ton est monté et tu as traité le réceptionniste d'imbécile. Là, par contre, là, c'est factuel. Et là, la personne, pour le moment, je ne l'ai pas agressée. Je lui dis juste, je ne suis pas dans le jugement, je lui dis juste ce qui s'est passé hier. Et a priori, elle doit en... Ouais, non, exactement, Tarja, c'est comment mal parler. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment ça, c'est la base. Dès que vous êtes dans le jugement, dans l'absence d'observation objective, vous mettez les bases d'une relation pas saine. Hein. Pour construire des relations saines, partez toujours de quelque chose d'objectif, que ce soit pour faire dire quelque chose de difficile à votre partenaire, à votre collègue, à votre patron, à votre... Voilà. Là, pour le moment, on n'agresse personne quand on parle de choses objectives. Alors, on va parler maintenant le sentiment, l'émotion. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je suis évidemment prêt à y répondre. La deuxième étape, après, c'est parler du sentiment. Alors, ça consiste à observer nos sentiments, nos émotions, et puis surtout, à les exprimer. On dit qu'il y a 5 émotions primaires, hein, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la tristesse. Puis après, il y a un certain nombre d'émotions secondaires qui résultent de ces associations. Donc là, ça, c'est voilà, il y a des gens qui aiment bien des schémas très, très clairs. Moi, je le trouve assez amusant. Puis après, il faut savoir qu'il y a une infinité en fait, de nuances dans les émotions. En fait, plus on a un langage riche pour parler de ses émotions, des sentiments, de ce qu'on vit, en fait, plus on est à même de pouvoir les exprimer. En fait, au travail, c'est souvent vécu comme inapproprié de parler de sentiments, de parler d'émotions. Et pourquoi pas? Je respecte tout à fait. Il y en a qui sont prêts à en parler au travail, il y en a qui ne veulent pas en parler. Et c'est OK. Je pense qu'il n'y a aucune règle pour ça. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'en être conscient et d'éviter de se faire submerger par les émotions. D'accord? En gros, il y a 3 cerveaux. Hein, il y a un néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Alors, il y en a un qui nous intéresse, c'est le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Et en fait, ce cerveau, quand on a une émotion très forte, quand il se passe quelque chose, quand on est dans un conflit, quand on est voilà, le sang n'irrigue plus le néocortex, le cerveau rationnel, hein, le siège de la pensée,
mais par contre, il se concentre dans le cerveau limbique. Et à ce moment-là, c'est très important de remettre du contrôle dans ce qu'on ressent, de reprendre le contrôle de ses émotions. Donc, en fait, pour ça, c'est OK de ne pas les formuler, les émotions. Par contre, c'est important d'en prendre conscience. C'est important d'avoir du recul et de développer sa capacité d'analyse de ses émotions. Et en fait, c'est les émotions qui guident nos actions, qui dictent nos comportements. Donc, en fait, pour remettre aussi, et quand c'est que l'émotion qui dicte, à ce moment-là, il n'y a plus de pilote dans le bateau. Donc, l'important aussi, c'est de remettre du contrôle pour que ce soit aussi le néocortex qui reprenne le contrôle de la machine. Quand on parle d'émotion, donc il faut faire attention à la façon dont on formule. Il faut parler de l'émotion authentique, celle qu'on vit. Quand je dis que je me sens trahi, quand je dis que je me sens abandonné, à ce moment-là, je suis dans le jugement. Je ne suis pas dans l'émotion. Par contre, si je dis que je me sens triste, là, je suis dans l'émotion authentique. Quand je dis que j'ai le sentiment que tu me mens, là, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Là, on est pareil, on est dans le jugement, on est dans le reproche. Donc voilà, quand on est dans l'émotion, essayez toujours de se demander qu'est-ce que je vis, quelle est l'émotion là que je suis en train de ressentir. Et puis, c'est important de verbaliser son émotion parce que le sentiment, en fait, c'est le messager, c'est un indicateur qui annonce qu'il y a quelque chose en moi, un besoin qui est comblé, ou alors juste au contraire qu'il y a quelque chose qui demande de l'attention, qu'il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un indicateur. Et ça, c'est l'indicateur d'un besoin qu'on va explorer juste à l'étape d'après. Donc ça, c'est les étapes du sentiment et du besoin qui sont inséparables. Alors, je vais... excusez-moi, je vais vous mettre un lien Learning Apps dans la zone de chat. Non, alors, juste, je vois qu'il y a une question. Dire hier, le réceptionniste s'est trouvé agressé par tes propos, ça, effectivement, ça, c'est factuel. Ça permet, voilà, c'est une information factuelle. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas. Mes propos ont créé un malaise dans la relation. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, oui, Marie, exactement. Donc là, je vous invite, alors je vais mettre un lien dans la zone de chat pour une application qui s'appelle Learning Apps. Et je vous invite en fait à voir que les étapes, le sentiment, l'émotion qu'on ressent, elle est directement en lien. Alors, je ne sais pas si c'est un lien qui est actif ou est-ce qu'il faut le copier-coller dans votre navigateur. Mais c'est pour sentir donc que l'émotion que je ressens, l'émotion authentique, elle est en lien avec un besoin qui n'est pas comblé. Donc voilà, je vous invite alors vous prenez à chaque fois, il y a des épingles rouges, des épingles bleues. Donc je vous invite à cliquer sur le besoin et à le glisser sur l'émotion qui correspond à ce besoin, qui est liée à ce besoin. Vous verrez après, il y a un petit scotch qui les relie. Et à la fin de l'exercice, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour ça. À la fin de l'exercice, il y a un petit bouton bleu en bas à droite et qui vous dit si vos réponses sont bonnes ou pas. Voilà, le but, c'est s'interroger en fait, s'interroger sur le lien entre les sentiments et les besoins. Le lien fonctionne, Laura, c'est bon? Vous l'avez? Ouais, ok. Oui, oui, c'est tout bon. Je l'ai repartagé à tout le monde parce que c'était simplement entre nous. Ah, exactement. Ouais. Ouais, j'avais pas vu. Alors, je vous laisse peut-être encore 30 secondes.
OK, je pense que… Alors, attendez, je vais repartager mon écran. Alors là, on va aborder maintenant le besoin, la troisième étape. Donc ça, pour remettre dans le contexte, hein, c'est ça, c'est toujours dans une même phrase ou dans deux phrases, mais en tout cas assez rapproché. Donc exprimer, voilà, moi je vois ça, je constate ça, je ressens ça, or j'ai besoin de ça, et après il va y avoir la demande. Donc est-ce que tu serais d'accord pour faire ça, pour qu'on fasse ça ou voilà. Donc avant de faire le besoin, moi j'aimerais que vous preniez une minute pour décrire quelques caractéristiques de ce que serait votre vie dans un monde meilleur sur le plan relationnel, de ce que serait votre vie professionnelle s'il était meilleur sur un plan relationnel. Qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous voudriez, par exemple, je ne sais pas, travailler à distance tous les jours, ou au contraire, vous aimeriez reprendre 5 jours sur 5 avec vos collègues? Est-ce que vous aimeriez plus de respect des engagements de vos collègues? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait vraiment de l'action, que ce soit plus efficace? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait moins de réunions? Est-ce que vous aimeriez… C'est quoi votre monde meilleur sur un plan relationnel au travail? Alors, je vous laisse 30 secondes pour mettre quelques idées. Je suis sûr que vous en avez. Je suis sûr que vous avez pensé plusieurs fois à ça. Alors, la retraite à 60 ans, exactement. Ouais. Et ben, on va justement, après, on va voir plus de feedback de la hiérarchie, avoir une équipe plus soudée. Et ben, je vous laisse garder tout ça bien en tête. C'est exactement ça. Moins de stress, plus de communication entre les services. Et tout ça, c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui ont peut-être besoin justement de moins de communication. Moi, j'ai besoin que les autres services, là, ils me laissent tranquille. J'ai besoin que mon chef, il me laisse tranquille toute la journée. OK? Avoir plus de reconnaissance avec un management plus fluide, la reconnaissance. OK, très bien. Écoutez, on garde ça en tête. Je vous parle de besoins et puis on revient dessus tout de suite. Alors, ce que disait Marshall Rosenberg, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de photo de lui, c'est que la violence, donc quelle que soit sa forme, c'est une expression tragique de nos besoins insatisfaits. Et quand il disait ça, il pensait au pire de ce qu'a pu se passer en Bosnie ou au Rwanda. Donc le besoin, la troisième étape, c'est prendre conscience de nos besoins, c'est les exprimer. Pour Marshall Rosenberg, c'est le diamant, c'est le cœur de la CNV. Donc ça décrit aussi bien ce qui est indispensable à notre vie que ce qui donne de la sécurité et du sens. Vous savez, ça, c'est la pyramide de Maslow. Donc, en bas, il y a toutes les fonctions physiologiques. Et puis après, il y a aussi le besoin de reconnaissance, le besoin d'épanouissement. L'expression du besoin, c'est un terrain sur lequel forcément l'autre, il va se mettre en connexion avec nous. Parce que ça amène à de la compréhension mutuelle, ça amène à du respect. Tous les besoins, ils sont universels. Ils sont semblables entre humains. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin de repos, si j'ai besoin de sérénité, si j'ai besoin de compagnie, si j'ai besoin de reconnaissance, mais c'est un truc qui est complètement universel parce que tout ce que je dis, je sais que vous tous, derrière votre ordi, vous ressentez les mêmes besoins. Alors, pas forcément au même moment, pas avec les mêmes gens, pas dans les mêmes forces. Voilà, il y en a qui ont besoin de plus de compagnie que d'autres. Il y en a qui meurent quand ils sont tout seuls. Il y en a qui en ont besoin. Mais en gros, on a tous les mêmes besoins. Et je ne parle même pas des besoins physiologiques, de manger, dormir, boire, voilà, avoir un abri. Donc, les besoins sont universels. Donc, quand je les exprime, forcément, je vais créer de l'empathie parce que l'autre, il me rejoint là-dessus. Le besoin d'avoir un territoire. Dans la conversation entre Israéliens et Palestiniens, il raconte ça justement, Marshall Rosenberg, que c'est des besoins qui sont exprimés très clairement et que l'autre, il ne peut que se mettre en empathie avec parce que les deux ressentent ce besoin. Alors, il n'a pas la baguette magique, il n'arrivera pas à résoudre la crise, mais au moins, il crée une communication de bonne qualité entre les deux. Parce que mon chef, quand je lui parle de mes besoins, mon chef, il a les mêmes. Les besoins de reconnaissance, il a les mêmes. Les besoins d'évolution, les besoins de… On a tous les mêmes. Donc, le besoin, il s'exprime en termes positifs et il ne doit pas impliquer une autre personne. Si je dis que j'ai besoin que tu arrêtes de me parler, que tu me fiches la paix, ça,
Ce n'est pas un besoin très, très CNV, hein, CNV, communication non violente, parce qu'il n'est pas positif et qu'il implique l'autre. Par contre, au lieu de dire j'ai besoin que tu arrêtes de me parler, je dis moi, j'ai besoin d'être seul. Okay. L'idée, en fait, vraiment pour Marshall Rosenberg, c'est reprendre la responsabilité. C'est dire, moi, mon besoin, il est ça. Il est comme ça. Au lieu de dire à mon enfant, j'ai besoin, moi, que tu rentres accompagné avant minuit, c'est lui dire, moi, j'ai besoin d'être rassuré. Et en disant ça, je parle de moi, je ne parle pas de lui. Donc, je ne peux pas créer de conflit. Il ne peut pas me le reprocher. Je ne dis rien sur lui, je parle uniquement de moi. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, et après, on verra la demande. Est-ce que tu peux rentrer, etc. Alors, dans l'exercice que vous venez de faire, là, hein, d'écrire quelques caractéristiques importantes pour vous sur le plan relationnel, essayez maintenant de relier chacune de ces caractéristiques à un de vos besoins. Je ne sais pas si c'est travailler en home working de chez vous. C'est quoi le besoin qui est derrière? Est-ce que c'est le besoin d'être interrompu, de ne pas être interrompu? C'est le besoin de faire du meilleur travail, de travailler concentré? Ou est-ce que c'est le besoin d'être avec votre famille? Ou c'est le besoin d'être seul, d'avoir du silence peut-être? Donc, à chacun des points, essayez de voir quel est le besoin, mais qui vous correspond profondément. Il y en a qui disaient besoin d'avoir des feedbacks de mon patron. C'est quoi le besoin de feedback? Est-ce que c'est le besoin de progresser? Est-ce que c'est le besoin d'être rassuré? Est-ce que voilà. La retraite à 60 ans, c'est quoi le besoin? C'est d'arrêter la souffrance. C'est voilà. Se demander, ça oblige en fait à prendre la responsabilité de ce qui me concerne et de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans ce que j'aimerais. Donc, je vous laisse, par rapport à ce que vous avez écrit, faire un petit trait et puis marquer quel est le besoin qui vous correspond à vous, pas forcément aux autres. À la fin de notre webinaire, je vous donnerai une note, une fiche de 2 pages qui reprend en fait les concepts de la communication non violente. Moins de relations hiérarchiques. Ouais, moins de relations hiérarchiques. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière. C'est parler de façon, c'est plus de convivialité, c'est parler plus directement, c'est sentir qu'on a un impact réel sur la marge de la boîte, c'est besoin de mettre du sens. Donc voilà, interrogez-vous toujours, ça c'est un travail qui est important à faire, hein, sur s'interroger sur ses besoins. Et se dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors, il y a des besoins qui sont universels, mais on n'a pas tous exactement les mêmes besoins. Hein. Alors, pour reprendre là où on était, donc observer la situation sans évaluer. C'est factuel. Moi, je ne juge pas, je n'agresse pas, je ne veux pas créer de conflit, j'observe juste que voilà. Après, dire son sentiment. Et là, c'est mon émotion, c'est moi, je ressens ça. Donc là, encore une fois, je ne crée pas de conflit, je ne parle pas de l'autre, je parle que de moi. Et je parle de mon besoin. Donc, encore une fois, je parle de moi. Donc là, il n'y a pas de conflit à avoir. Hein, je ne dis pas qu'on trouvera la solution à la fin. Hein, peut-être qu'il y a un manque de compétences, peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Mais au moins, il y a une bonne communication. Et donc, la dernière étape, c'est les jambes là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et là, c'est la demande. Donc là, c'est la 4e étape de la communication non violente. L'idée, en fait, c'est d'arrêter d'attendre que l'autre il devine ce qu'on veut. Hein, après avoir exprimé mon besoin, moi là, je dis clairement à l'autre ce que j'attends de lui. Parce que quand je suis en train de dire « Oh, j'en ai ras-le-bol, là, j'ai plein de boulot à faire, là, il faut encore que je fasse les reportings pour demain », est-ce que je dis à mon collègue que j'aimerais avoir de l'aide? Non, je ne l'exprime pas. Donc là, c'est en ça que ça crée des relations malsaines. Hein. Ça, c'est le triangle de Karpman, hein, vous savez, entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Là, je me place en victime et là, j'aimerais qu'il y ait un sauveur qui vienne m'aider. Alors ça, c'est la base vraiment de relations malsaines. Et donc, la demande, c'est remettre justement de la responsabilité et remettre des relations saines. Hein, l'autre, il va pas arriver si je ne lui demande pas.
Je n'ai pas besoin d'une aide qui n'est pas sollicitée. N'aidez jamais si ce n'est pas sollicité, en fait. C'est ça l'idée. Donc, les critères d'une demande, elle doit s'adresser à quelqu'un de précis. Donc, c'est pas, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider là. Non, c'est vraiment, Laura, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux venir m'aider? Elle est concrète et ce n'est pas m'aider dans l'absolu. C'est m'aider parce qu'il faut que je finisse un reporting pour ce soir pour 19 heures et que là, en ce moment, je n'ai pas le temps et je n'ai pas les chiffres. Et est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais aller voilà, extraire les chiffres? Donc, elle est concrète. Elle est exprimée en langage positif. Ce n'est pas dire, voilà, c'est pas je voudrais que la machine elle arrête de planter, mais c'est voilà, je voudrais que tu règles les bugs pour que le programme il déroule sans accroc. Elle est réalisable, parce que alors là, si on vise la Lune, effectivement, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Donc quelque chose qui est réalisable et qui laisse le choix. Est-ce que tu serais d'accord pour faire ça? Parce que sinon, il y a une exigence. Hein, c'est une exigence et ce n'est pas une demande. Et quand il y a une exigence, bah, l'autre, ça crée des relations malsaines parce qu'on sait que, alors peut-être le manager, il a le droit d'exiger, mais on sait que si on ne le fait pas, bah, à ce moment-là, c'est la sanction derrière. Hein, on n'est plus dans des soft skills, on n'est plus dans le pouvoir d'influence, là on est clairement dans le pouvoir hiérarchique. Et Marshall Rosenberg pensait que ce n'était pas le pouvoir hiérarchique, c'était le pouvoir le plus important à appliquer en entreprise. C'était le pouvoir d'influence. Alors, ce que je vous propose là, c'est les besoins que vous avez écrits dans votre monde meilleur. Essayez de relier une demande que vous pourriez faire pour aller dans le sens de l'un de vos besoins. C'est-à-dire, je ne sais pas, le besoin qui est de travailler en home working, c'est pouvoir dire, bah moi, quand je travaille dans l'open space avec du bruit, moi, je ressens ça. Or, j'ai besoin de, alors, je sais pas, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de silence pour travailler. Et là, la demande, bah, elle doit s'adresser à quelqu'un. Alors, imaginez à qui elle peut s'adresser, peut-être à votre patron. Est-ce que vous seriez d'accord pour que, voilà, je travaille. Alors, je prends cet exemple, je pense que ça a été débattu un certain nombre de fois depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc, je ne dis pas que voilà, c'est une façon de tourner les choses où vous allez obtenir gain de cause, mais en tout cas, il y aura une communication de qualité. Et à ce moment-là, vous parlez de vous, vous ne l'attaquez pas, vous n'attaquez pas l'entreprise. Et à ce moment-là, bah, peut-être qu'il ne dira pas oui, hein, mais il vous expliquera de façon positive pourquoi ce n'est pas possible de répondre à cette demande. Voilà. En tout cas, c'est la meilleure façon d'amener les choses de façon non violente. Donc, essayez de voir une formulation pour chacun de vos besoins. Donc, identifier la personne qui pourrait nourrir ces besoins et puis lui demander ce qu'elle pourrait faire, quelle serait la demande pour que ces besoins soient nourris. Je regarde le temps qui passe. Voilà, on a encore un quart d'heure. Alors, je vous laisse peut-être une minute. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour participer à mon projet? Effectivement, ça, c'est une demande qui est, voilà, où les 5 critères, c'est positif, c'est réalisable, ça laisse le choix. Enfin, voilà, les 5 critères sont présents. Le besoin de travailler en confiance, sans contrôle tatillon, ben voilà, c'est ça. Moi, si vous exprimez ce besoin de façon positive, et puis la demande, ce serait, ben moi, j'ai besoin de travailler sans qu'il y ait des… Alors, parce que le contrôle tatillon, par contre, il y a du jugement derrière. Donc, ça peut créer quelque chose de difficile dans la relation. Mais j'ai besoin de travailler sans être contrôlé toutes les 30 minutes, comme tu le fais actuellement. Parce que voilà, les contrôles tatillons, alors tatillon, c'est il y a du jugement. Travailler en confiance, il y a du jugement. Et donc, il faut partir donc d'un élément observable. C'est quoi les contrôles qui sont en trop? Est-ce que c'est parce qu'il y en a tous les jours ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous semble en trop? J'aimerais plus de reconnaissance dans mon travail car j'ai besoin d'être assuré, ça c'est le besoin. Et est-ce que tu pourrais me donner un retour sur ce que je fais? Eh bien ça, exactement, ça c'est une demande qui est très positive.
Il y a des gens qui ont du mal d'ailleurs à donner des feedbacks positifs, qui sont beaucoup plus forts dans le négatif. Alors, il y a plein de raisons à ça. Mais si vous avez besoin d'avoir des feedbacks positifs, il faut les demander. Et surtout, la communication non violente, c'est une façon de le demander justement qui n'est pas désagréable, en disant que bah, moi, j'ai besoin d'être rassuré pour mon travail. Et est-ce que tu pourrais me faire un retour positif sur voilà, quelque chose que j'ai fait cette semaine? Et franchement, on le fait très rarement, mais je suis sûr que n'importe quel manager serait heureux de le faire. Parce qu'on n'y pense pas assez. Hein. Faire du bon travail, c'est normal, vous êtes payé pour ça, je ne vais pas le dire. Mais sauf que si vous lui demandez, il le fera. Donc, votre retour m'est positif, et puis même, vous pouvez demander du retour positif. Et je me dis que ça va me prendre beaucoup de temps, alors que je ne sais pas pourquoi on me demande. J'ai besoin de sens. Et voilà, ben ça, effectivement, vous parlez de vous. Hein, on est très loin du mais tu me demandes des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Là, on est dans le reproche. Alors que dire, bah, moi, j'ai besoin de sens, pourquoi est-ce que tu pourrais me dire à quoi ça sert? Donc voilà, donc là, ce que je vous propose, alors on reprend hein, l'observation objective, le sentiment, le besoin, la demande. Ça, c'est les 4 étapes. En gros, l'idée, c'est de remplacer le tu par le je. Hein, c'est, bah, je ne te fais pas de reproche, je ne parle pas de toi, je parle de moi. La communication non violente, c'est ça, c'est parler de soi. Et créer de l'empathie pour que l'autre, justement, il soit touché par ce que je dis et puis qu'on puisse connecter ensemble. Donc, c'est ça, c'est arrêter avec le tu et les jugements, etc. Alors qu'on fait une observation factuelle, évidemment, on peut utiliser le tu. Mais l'idée, c'est parler, voilà, la communication non violente, c'est parler de vous. Et en parlant de vous, il n'y a rien à attaquer parce que c'est vous les spécialistes de vous et je ne peux pas dire que vous vous trompez. Alors là, je vous prends 3 exemples. Donc, remplacer le hey, tu es toujours en retard, c'est vraiment gonflant. Donc, l'observation, c'est on avait rendez-vous à 9h et tu es arrivé à 9h20. Moi, je suis contrarié parce que j'ai besoin de ponctualité pour organiser mon travail. Là, on est dans le besoin. Et alors, la demande, voilà, est-ce que quand tu as un rendez-vous, est-ce que tu peux m'informer de tout retard potentiel? Là, on dit bonjour le matin, il y a une personne qui ne dit pas bonjour ou qui dit bonjour mollement. Hein, vous imaginez un prof, par exemple, il y a les élèves qui arrivent et qui disent bonjour mollement. Eh bien, remplacez cette phrase par l'observation. Lorsque tu me dis bonjour le matin, tu regardes dans une autre direction, tu me tends la main mollement. Alors, le sentiment, je me sens triste, et le besoin, j'ai besoin d'être reconnu comme un membre à part entière de l'équipe. Alors, après, la demande, ce n'est pas forcément demander quelque chose à quelqu'un de changer pour le futur. C'est j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ce que je viens de te dire. Voilà, le demande, c'est juste, écoute, on va commencer juste une discussion là-dessus. Hein, ça permet de pas… parce que dire, ma demande, c'est que maintenant, tu me dises bonjour les yeux dans les yeux, ça peut être justement un peu violent, puis il n'y a pas de discussion, et l'intérêt là-dessus, c'est de créer une discussion. Donc, ma demande, c'est que tu me dises comment tu réagis à ça. Imaginez un collaborateur qui part, voilà, il y a plein de boulot, et il part à 4 heures. Alors là, je lui dis, hey, tu n'es pas solidaire. Hein. Et alors là, être dans l'observation factuelle. On a 19 dossiers à traiter pour la fin de la semaine, et là, tu pars à 16 heures. Moi, je suis très irrité, parce que j'ai besoin d'aide pour réussir à tenir les délais. Alors, j'apprécierais que pour les prochains jours, tu nous proposes de traiter une partie de ces dossiers. Donc, en disant ça, la personne, je ne l'attaque pas, je parle de moi. Moi, je suis irrité parce que j'ai besoin d'aide, et toi, tu pars à 16 heures. Et est-ce que tu es d'accord pour apporter ton aide sur les dossiers? Je ne dis pas que le mec, il va forcément dire oui. Hein, je ne dis pas que la solution, elle est trouvée. Puis ça se trouve, il n'est pas compétent. Il y a peut-être plein d'autres problèmes. Mais rappelez-vous, 80% des difficultés, c'est basé sur la communication, c'est basé sur la façon de dire quelque chose. Donc au moins, on règle 4 problèmes sur 5. Et puis il y a peut-être d'autres problèmes qui vont exister, mais au moins, on aura maintenu une relation de bonne qualité. Alors, où s'en servir? Alors évidemment, dans les relations de couple, dans les familles, avec les enfants, moi j'ai 4 enfants, je vous assure que ça marche. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité justement de prendre du recul, de ne pas plonger tête baissée dans le conflit dans lequel on a envie d'aller, mais quand on prend justement un peu de recul et qu'on essaie de parler de soi au lieu de parler de l'autre,
et ben souvent, voilà, la communication est un peu plus facile. Dans le milieu scolaire, professionnel, les relations thérapeutiques, Marshall Rosenberg l'a beaucoup fait dans le domaine diplomatique, relations d'affaires. Et puis, il y a évidemment dans le management. Quand vous managez des collaborateurs, quand vous managez je sais pas, des stagiaires, des assistants, enfin toute une équipe, voilà, c'est vraiment la façon de dire les choses. On parle beaucoup en ce moment de manager son manager. C'est-à-dire, n'oubliez pas que dans la relation, c'est 50-50. Chacun a 50% à faire vers l'autre. Donc, le manager, ce n'est pas lui qui porte 100% de la responsabilité de la communication et des relations dans une équipe. Vous avez 50% de responsabilité de la relation avec votre manager. Et ces 50%-là, essayez, si vous voulez, utiliser ce genre d'outils comme la communication non violente pour bâtir des relations saines. Je vais peut-être terminer là-dessus très rapidement sur faire un feedback négatif, en fait. Alors ça, il y a plein de théories pour faire des feedbacks négatifs. Et à chaque fois, en fait, il y a toujours de la communication non violente dessus. Parce qu'on part toujours, alors là, c'est une des façons de le faire, c'est demander à la personne est-ce qu'elle est OK pour recevoir un feedback. Et c'est toujours partir des faits, quelque chose de factuel, et jamais d'une impression. Et puis après, exprimer justement quelles sont les conséquences. Alors là, on peut exprimer un ressenti, on peut exprimer des besoins, et aller sur la demande. Et la demande, après, en indiquant quels sont les bénéfices. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de façons de faire des feedbacks, mais en tout cas, à la base, c'est toujours basé sur la communication non violente, et ça part toujours des faits, et ça arrive toujours à une demande. Et puis après, effectivement, dans un feedback professionnel, vous n'allez pas forcément parler de votre émotion. S'il y a un tableau, un reporting qui a été mal fait, voilà, l'émotion, le sentiment, ça, c'est voilà, vous pouvez le laisser de côté. Toujours être capable de l'analyser, mais ne le formulez pas forcément. Alors, écoutez, hop là, ça c'était un exercice que j'avais prévu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, alors, il y a différents outils que je mets là. Il y a la méditation, la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration en gros. Ça demande forcément, en fait, c'est la première étape, c'est prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Quand je me fais agresser, quand j'ai mon patron qui arrive dans mon bureau et qui m'engueule, ou devant tout le monde, à ce moment-là, mon cerveau, là, je ne peux plus prendre de recul sur ce qui se passe. Et la première chose à faire, une fois qu'il sera parti du bureau, ce sera à ce moment-là reprendre 5 minutes, bien respirer, et éventuellement méditer pendant 5 minutes, mais faire quelques exercices pour reprendre le contrôle et après essayer de voir la communication non violente, de quelle façon je peux peut-être aller le voir pour aller régler les choses. En tout cas, cette ligne-là, méditation, cohérence cardiaque, c'est lié à l'idée qu'il faut reprendre le contrôle sur la machine. Avant de faire, c'est bien beau, tout ça, les 4 étapes, mais quand on se fait agresser par quelqu'un ou par un client, on a rarement la possibilité de dérouler les étapes dans l'ordre. Donc voilà, et la cohérence cardiaque, ça marche, c'est vraiment, intéressez-vous à ça, il y a plein de trucs sur Internet. C'est vraiment en quelques minutes, ça permet de reprendre le contrôle. Le triangle de Karpman, là, c'est aussi, vous savez, c'est donc persécuteur, sauveur, victime. Et il apporte justement des réponses à ça. C'est une grille d'analyse des conflits. Il apporte des solutions et c'est comment bâtir des relations saines. Et puis, il y a un autre outil, c'est la process communication. La process communication, c'est comment parler la langue de l'autre. Vous savez, il y a des gens la langue qu'ils parlent, ils parlent avec leurs émotions. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de parler de façon très, très carrée, avec des faits très factuels. Puis, il y a des gens qui ont besoin de parler en mettant du fun, en rigolant, en mettant des blagues. Et voilà, donc pour aller plus loin, c'est de quelle façon je vais parler à mon enfant, je vais parler à mon collègue pour parler sa langue. Encore une fois, c'est 4 problèmes sur 5 se règlent en parlant la langue de la personne en face. Donc, si je vois que j'ai des difficultés de communication avec un collègue, et pourtant j'essaie de donner de moi, j'essaie de parler avec des émotions, je lui demande des nouvelles de ses enfants et tout, à ce moment-là, essayez autre chose, essayez de parler en dédramatisant les choses, en faisant des blagues. Et si ça ne marche pas, essayez encore autre chose en parlant de façon, mais sans aucun affect, juste très sérieux, en échangeant des données. Et puis voilà, donc il y a plusieurs langues en fait qu'on peut parler. Donc ça, c'est la process communication. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent pour aller plus loin sur les thèmes de comment créer des relations saines. Et puis, encore une fois, je prends l'analogie avec une langue étrangère.
c'est en travaillant qu'on commencera à la maîtriser. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Donc faites-les, entraînez-vous, et puis ça deviendra facile. Et la communication non violente, ça va devenir une langue maternelle que vous parlerez couramment. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Voilà, c'est sur cette slide que je termine cette présentation où j'ai parlé vite pour vous dire le maximum de choses. Et je suis tout oui si vous avez quelques questions. Merci beaucoup, Jérémy. Oui, effectivement, on a des questions. Alors, on avait quoi répondre à celui qui rétorque « Tu ne penses qu'à toi ». C'est lui dire, alors à chaque fois, donc, hein, c'est les deux aspects, c'est parler de moi et puis parler de l'autre. Alors, je ne pense qu'à moi, c'est-à-dire, moi, dans cette situation, alors c'est par exemple par rapport à une phrase que j'ai dite ou par rapport à une action ou un comportement que j'ai eu. Donc, c'est dire, moi, j'ai fait ça, là, c'est factuel, parce que moi, je ressens ça dans cette situation et j'ai besoin de ça. Mais donc voilà, donc ça, là, je fais ma partie en communication non violente et parallèlement lui dire, mais quand tu me dis ça, hein, c'est parce que tu es en colère contre moi ou tu es triste ou voilà, c'est essayer de formuler, que l'autre formule justement le sentiment, l'émotion à ce moment-là qu'il a, et puis quel est son besoin. Mais toi, dans cette affaire, pourquoi tu me dis ça? Quel est ton besoin? De quelle façon est-ce que tu veux qu'on agisse ensemble? Quel sens tu veux donner à notre relation de travail, notre relation amicale? Et voilà, donc en fait, c'est créer les bases. Et après, quelle serait ta demande? Hein, c'est arriver à ça, c'est arriver que l'autre, en fait, formule, il ne connaît pas la communication non violente, a priori, mais c'est le faire décliner les 4 étapes. Et de votre côté, essayez de décliner les 4 étapes. Merci. On a une autre question. Comment on fait pour être exigeant sans être complaisant, sans paraître négatif? Pour être exigeant sans paraître négatif, ça, c'est toute la difficulté du métier de manager ou même de parent. C'est essayer justement, en permanence d'être une balance entre la bienveillance et l'exigence. C'est essayer donc de voir ce qui ne va pas, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, hein, c'est le métier du manager, et puis de ne pas oublier de souligner ce qui va bien. Et la difficulté, c'est qu'on a tous une balance qui est réglée différemment. Il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à faire des feedbacks négatifs et plus rarement positifs, puis il y a des gens pourtant qui ont besoin de beaucoup plus de bienveillance. Donc je pense que ça passe uniquement par la discussion, la communication et d'exprimer ses besoins. Moi, j'ai besoin qu'on me dise des choses positives sur mon travail. On avait une autre question aussi. Oups, j'ai un problème d'affichage. Alors, que fait-on lorsque l'autre ne fait jamais ses 50%? C'est là où on peut basculer dans la communication violente. Le concept de communication violente, exactement. Ce qu'il faut oublier, c'est vous avez une zone de contrôle et vous avez une zone hors contrôle. Hein, la zone hors contrôle, c'est le fait qu'il pleuve, c'est les règles Covid, c'est votre taux d'imposition. Et puis là-dedans aussi, il y a également les autres, il y a votre entourage. Et vous n'avez pas le pouvoir de manager les autres, de changer les autres. Un manager, je leur dis souvent, ils n'ont pas le pouvoir de manager. Ils ont le pouvoir uniquement de manager la relation. Et si l'autre, il ne fait pas ses 50% de la relation, vous n'avez pas la baguette magique. Et puis à un moment, voilà, c'est pour ça que la relation, elle est difficile. Mais l'autre, il n'a pas non plus le pouvoir de vous rendre malheureux et triste. C'est ça qui est bien. C'est à ce moment-là, il faut que vous continuez avec quelqu'un qui ne fait pas ses 50%. Il y a une question pour vous, Laura. Pourra-t-on revoir cette vidéo en replay? Tout à fait. Effectivement, ça sera disponible en replay tout bientôt, dans cette semaine. Sur la chaîne Sur notre chaîne YouTube. Ouais. Tout à fait. Premier livre à lire pour aller plus loin. Ça, je vous conseille celui-là. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est le livre de Marshall Rosenberg qui explique ça, qui a été, je crois, vendu à 2 millions d'exemplaires, qui est assez facile à lire. Il y a plein de dialogues justement pour illustrer ses propos. C'est assez top. Ouais.
Et voilà, on a des commentaires. Voilà, C'était génial. Votre intervention, Jérémy. Ça a eh beaucoup ben, plu. merci beaucoup. Voilà. Je suis très heureux que ça vous ait plu et surtout, ouais, mettez-le en application, que ce ne soit pas uniquement une conférence intéressante. Ben, merci à tous pour ces mots très sympas et ces remerciements. Super. Je pense qu'à mon avis, c'est tout bon. On n'a pas d'autres questions. Voilà. Ben, écoutez, ça a été un plaisir en tout cas d'animer ce webinaire et puis continuer en tout cas sur cette piste des soft skills et des outils de communication. Je pense que c'est comme ça qu'on change le monde et en tout cas, Marshall Rosenberg en était persuadé. Merci beaucoup. Voilà, au Effectivement, revoir. on aura les slides. Oui. On a une question. On aura les présentations. Enfin, une fiche, non? C'est ça, vous nous... Ah, la fiche. Oh Oui. là là. Alors, la fiche, je vous l'envoie maintenant et puis de toute façon, Laura va Oui, donc vous la renvoyer. c'est ça. Après la Euh, fin de la semaine, ouais. Smile at Work. Alors, dans la zone de chat, ah oui, alors donc c'est Laura doit la copier-coller. Alors, hop, C'est un lien vers un hop, voilà. drive. Vous pouvez récupérer ici. Voilà, c'est un drive Google sur lequel vous pouvez télécharger cette fiche. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. C'était vraiment super intéressant. Eh bien, écoutez, c'est À un mettre en plaisir. application. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait, Laura? On va... Je pense qu'on peut... Je regarde si on n'a pas oublié des questions. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout bon. Je pense qu'on peut arrêter. Oui. C'est moi qui l'arrête? Oui, ou mais chacun de notre côté, c'est tout bon. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.